V comme vertigo. Ah, vous voilà. Salut Milou. Salut fiston. Ah, bonjour capitaine. Mesdames et messieurs, Charlie Chaplin vous parle et a l'honneur de vous saluer. Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme. Vous n'êtes pas chic. Hier, on vous demandait de retourner chez vous. Vous avez refusé. Maintenant, on vous dit de rester. Vous voulez partir. Décidez-vous. Ma décision est prise. Chérie, démocratie, belle, on s'amuse. J'écoute. J'ai appris, fruit de mon expérience, qu'un soupçon de ce tabac que l'on prise est parfois des plus efficaces. C'est beau, Nemrod. Je dirais même plus Dupont, c'est haut. Mais tu as dit. Mademoiselle. Qu'est-ce qui te rend de si bonne humeur? Stan, saurais-tu garder un secret? Oh oui, je suis amoureux. Oh non. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Bonjour Bob Garcia. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Vertigo pour parler de votre dernier livre, Tintin du cinéma à la BD, qui est paru aux éditions Desclés de Brouvert. D'abord, comment ça va? Vous avez eu votre métro, vous êtes bien assis, vous avez repris votre respiration? Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors c'est une espèce d'enchaînement à la Buster Keaton là que je vous ai fait, mais je suis là. Ah bah c'est parfait. C'est parfait vu que Buster Keaton a largement inspiré Hergé. C'est ce qu'on apprend dans votre livre Tintin du cinéma à la BD. Il y a d'innombrables livres, j'en perds mon français, qui sont consacrés à Tintin, qui l'ont été, qui le seront encore sans doute, Bob Garcia. Et pourtant, pas un livre n'avait encore décortiqué le lien entre le 7e art, le cinéma, et la bande dessinée de Hergé avant le vôtre, que je tiens entre les mains. Vous aviez déjà publié un bref fascicule qui traitait de cette question en 2006, oui. Un ouvrage introuvable aujourd'hui et bien moins complexe celui-ci. On reparlera de tout cela, mais d'abord, comment ça se fait, Bob Garcia, que ces liens-là entre le cinéma et les aventures de Tintin n'aient jamais encore été explorés comme vous l'avez fait? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut quand même dire que tous les biographes, ou presque, ont cité des sources cinématographiques, mais vraiment très ponctuelles, de manière un peu diluée, comme ça, dans le flux de l'explication, mais sans aller vraiment au fond des choses. Mais je crois surtout que c'est un travail de bénédictin, quoi. Il faut vraiment visionner des centaines et des centaines d'heures de films. Maintenant, on peut le faire en accéléré grâce à YouTube et à d'autres supports. À l'époque, quand on a commencé à écrire sur Hergé, il n'y avait pas tout ça. Et on pouvait pas accéder aussi facilement à ces bases de données précieuses que sont YouTube et autres plateformes qui nous permettent de visualiser des films. Donc face à l'ampleur de cette tâche, je pense qu'il y en a beaucoup qui ils se sont même pas posé la question. Ils ont cité effectivement un ou deux films qui étaient les plus évidents, une ou deux influences, on va dire, qui étaient les plus évidentes, comme on entendait tout à l'heure Laurel et Hardy dans l'introduction. Voilà, ou Charlie Chaplin, mais sans aller beaucoup plus loin, parce que le travail était trop lourd finalement. Et c'est peut-être grâce à la technologie que j'ai réussi à l'accomplir aujourd'hui. Ce livre, vous l'avez commencé il y a 20 ans, Bob Garcia. Alors, on comprend l'ampleur de ce travail de bénédictin dont vous parlez. Mais cela dit, Hergé, lui, dans les interviews, parlait volontiers de ses acteurs préférés. Il a nommé acteurs, réalisateurs, cinéastes, et comme Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, vous l'avez dit, qui sont les grands-pères de Dupont, D&T, les Marx Brothers, ou encore l'acteur qui joue le baron de Munchausen, Hans Albers. Oui, c'est ça, voilà. Hergé était un cinéphile et il faut pas oublier qu'il est né en 1907, donc pratiquement, on peut dire, en même temps que la naissance du cinéma. Et il a suivi toute l'évolution du cinéma en le découvrant. Vous imaginez, vous êtes gamin, vous découvrez les premiers effets spéciaux. Et on parle d'Hans Albers, justement, il y en a des géniaux d'effets spéciaux dans le baron de Munchausen. Eh ben, Hergé s'est inspiré de ce film. Et même beaucoup plus tard, pas quand il était enfant, hein. Donc en 1907, il découvre ça. En 1900, un peu plus tard, en 1912, 13, 14, etc., quand il est adolescent ou enfant encore ou adolescent, on l'emmène volontiers au cinéma, c'est ce que les biographes racontent. Il part au cinéma avec sa mère ou sa grand-mère, et puis il est un peu agité, donc voilà, au cinéma, ça le calme, ça l'amuse beaucoup, et il a deux passions, le cinéma et justement, ça tombe bien, le dessin. Et on le voit rentrer chez lui, prendre une feuille de papier, un crayon, et dessiner de mémoire des scènes entières qu'il a vues au cinéma. Donc ça, c'est la base de son œuvre, je dirais. Il le dit d'ailleurs lui-même, Hergé, il dit face à l'écran de cinéma, eh bien, j'étais comme une éponge, je suis comme une éponge.
Oui, que le cinéma et puis tout le reste aussi, hein, l'actualité, les autres bandes dessinées, parce qu'il n'a pas été le premier à faire des bandes dessinées. Il y a eu Alain Saint-Augan et puis et encore bien d'autres, Géo McManus et compagnie. Et donc Hergé s'imprégnait de tout ce qu'il pouvait l'entourer, dont le cinéma. Et c'est pour ça que il y a eu des bouquins qui ont été faits sur les sources je dirais en rapport avec l'actualité, en rapport avec ce que vous voulez, les bouquins qu'il a lus, les BD, etc. Mais rien sur le cinéma. Et je me suis dit, il faut absolument combler ce vide préjudiciable. Alors il y a Tintin, il y a aussi Milou, la Castafiore, le capitaine Haddock, Rastapopoulos, les Dupont D et T. Vous nous le disiez tout à l'heure, Laurel et Hardy, au fond, c'est eux qui ont inspiré Hergé pour créer ce duo incroyable. Pour les Dupont, oui, c'est une partie. Je dirais qu'après aussi ces personnages, faut voir qu'ils ont évolué avec le temps. Ils ont évolué au fil des BD. Et s'ils ont été au départ peut-être une des sources d'influence d'Hergé, d'inspiration, après Hergé a enrichi ces personnages. La Castafiore qu'on trouve dans pour ne pas parler des Dupont, mais celle qu'on trouve dans le Sceptre d'Ottokar et celle qu'on retrouve plus tard dans les bijoux de la Castafiore, c'est pas la même. Dans les bijoux dans le Sceptre d'Ottokar, pour moi, je vois Virginia Pearson qui est la cantatrice qui chante dans le Fantôme de l'Opéra et qui interprète justement l'air des bijoux. Vous allez me dire comment on le sait puisque c'est un film muet. Ok, certes, mais il y avait des petits textes en bas de l'écran et on sait qu'elle chante « Ah, je ris de me voir si belle ». Elle tient face à main dans sa main droite et puis elle chante, on la voit faire des mimiques de chanteuse qui sont exactement retranscrites par Hergé dans le Sceptre d'Ottokar. Et de cette manière, pratiquement tous les personnages, enfin pas tous, mais une grande partie des personnages ont été au départ des acteurs de films comme Tintin. Il faut quand même en parler, c'est le principal. C'est Buster Keaton il a son flegme, un sang-froid à toute épreuve. Il rit pas beaucoup, hein, Tintin. Il rit pas du tout, hein. Donc, quand vous le voyez dans le Tintin au pays de Soviet, c'est ça, il a un petit trait de bouche, il est vraiment pas marrant du tout. Par contre, il enchaîne les péripéties et les gags qui faisaient hurler de rire les gamins. La Castafiore, on l'a dit, mais le docteur Muller plus tard, c'est Charles Laughton dans L'île du docteur Moreau, par exemple. Vous les regardez, vous regardez le film et vous regardez le dessin d'Hergé, c'est vraiment du copier-coller. Haddock, justement, c'est l'acteur fétiche d'Hergé, c'est Hans Albers qui apparaît dans Drama Canitoga, un film qui sort juste avant qu'Hergé ne dessine Le Crabe aux pinces d'or, etc., etc. Il y en a d'autres encore, des exemples. Mais Hans Albers, c'est celui qui joue le baron de Munchausen. Il a inspiré physiquement le capitaine Haddock. Ça, c'est ce qu'on apprend dans votre livre. Mais on apprend aussi que ce nom-là, Haddock, finalement, il serait peut-être tiré d'un film allemand sorti en 1932 qui s'intitule Le capitaine Cradock. Cradock, ouais. Ouais, de Hans Schwarz et Max de Vaucorbeil. Il s'est inspiré de ça pour donner le nom de Haddock, Hergé. Oh oui, je pense clairement, oui. Ça ferait trop de coïncidences pour que ce soit que des coïncidences. Au bout d'un moment, un certain nombre de coïncidences, ça vire à la statistique, non, vous croyez pas? Donc là, effectivement, le Hans Albers, il l'a inspiré physiquement, avec sa barbe, avec sa pipe, et puis il boit sec, et il a parlé sec, etc. Et le nom, le capitaine Cradock, ressemble effectivement furieusement au capitaine Haddock. Et ça se passe pratiquement, les films sortent juste avant. Donc, on peut dire que c'est du hasard, mais le hasard fait bien les choses. Mais justement, Bob Garcia, on va décortiquer tout ça, l'influence du cinéma muet, l'influence du cinéma burlesque, les histoires d'espionnage, les films policiers qui vont évidemment inspirer Hergé. Mais est-ce qu'on peut parler de plagiat? C'est un gros mot et vous avez l'air de dire dans le livre que ça n'est pas le cas, que ce sont des artistes qui se rencontrent, des échos qui se font entre des créations diverses. Mais quand les ressemblances sont si importantes, est-ce qu'il n'y a pas à l'époque, on n'en parlait pas trop. Ça, c'est récent, ça, l'histoire du plagiat. Tout le monde plagie Tintin aujourd'hui, hein, si on écoute les ayants droit. À l'époque, les ayants maladroits, je devrais dire. On en parlera. On va dire qui c'est. Voilà, mais à l'époque, non, on n'en parlait pas de ça. Puis c'était de bonne guerre. Tout le monde finissait par pomper tout le monde à un moment ou un autre. Alors, on regardait amusé qu'il y avait effectivement peut-être une inspiration de tel film dans tel autre ou de tel film dans tel BD, etc. Et puis, ajoutons aussi qu'Hergé, tout ce qu'il a emprunté au cinéma pour enrichir son œuvre, encore une fois, c'était une éponge, il l'a magnifié dans son œuvre. Il a fait beaucoup mieux que ce qu'il avait vu au cinéma. Des petites scènes qui paraissent presque anodines et puis noyées un peu dans un flot d'images au cinéma, sous sa plume, ça prend une dimension complètement nouvelle et fabuleuse. Donc, certes, il a emprunté, mais
il l'a vraiment intégré dans son œuvre, il s'est approprié et il a magnifié ce qu'il a emprunté. Je considère mes histoires comme des films, dira-t-il Hergé dans une interview. Il les construisait, il avait des procédés narratifs qui ressemblaient à l'écriture de scénarios. Ah oui, mais carrément. Lui, ce qu'il privilégiait, c'était les images muettes. Donc sur certains de ses albums, vous avez 30%, je me suis amusé à calculer ça, oui, j'ai rien d'autre à faire de ma vie. Donc 30% des images qui sont muettes. Il n'y a pas un texte, il n'y a rien. Mais l'image se suffit à elle seule pour raconter, comme la fabuleuse introduction du Crabe aux pinces d'or où on voit Milou avec le nez coincé dans sa boîte de conserve, là. C'est extraordinaire, toutes ces images-là. Il n'y a pratiquement pas de son, il n'y a pas d'image, on voit juste les images. Il n'y a pas de son, je veux dire. Il n'y a pas de commentaires, on voit juste les images. Et puis, c'est l'héritage du cinéma muet. On se marre en voyant cette succession d'images qui donnent un rythme pas possible. Donc oui, c'est un des héritages du cinéma. C'est pas le seul. On pourrait parler des contre-plongées, des travelling et autres. Des flashbacks. Effets flashbacks, bien sûr, qu'il a emprunté au cinéma, parfois même en anticipant les effets qu'ont pu utiliser certains réalisateurs. Donc oui, il a été novateur pour la bande dessinée et probablement même en partie pour le cinéma lui-même. Tintin, mon cher, quel bon vent vous amène. Vertigo. Simple visite, capitaine. Et le professeur Tournesol, comment va-t-il? Oh bien, fort bien. Justement, le voilà. Bonjour, professeur Tournesol. Tintin, quelle bonne surprise. Vous restez quelques jours, j'espère. De 16h30 à 18h. Ah, mais tant mieux. Vous ne pourriez croire combien cela me fait plaisir. Sur la première. Bob Garcia, on est de retour avec vous pour cette deuxième partie de l'émission Vertigo. On va parler et on continue de parler de Tintin du cinéma à la BD, ce livre que vous avez fait paraître il y a quelques jours, qui vous a demandé 20 ans de travail, 20 ans de recherche. On a évoqué les films policiers, le cinéma muet, le burlesque, les histoires d'espionnage, de pirates, qui ont nourri qui ont nourri Hergé depuis son plus jeune âge, puisqu'il est allé au cinéma avec sa maman et il est né à peu près en même temps que le cinéma. Mais on n'a pas encore parlé de l'influence d'Hitchcock sur Hergé. Cette influence-là, elle sera considérable. Vous consacrez à Hitchcock, au rapport entre Hitchcock et l'œuvre de Tintin, tout un chapitre de votre livre, Bob Garcia. Oui, carrément, parce que Hitchcock, c'est le nom qui revient le plus souvent quand les biographes, comme je le disais tout à l'heure, qui n'ont pas forcément approfondi cet aspect des influences d'Hergé, à savoir le cinéma, mais ils citent quand même tous Hitchcock, ou presque. Donc je me suis dit, il faut quand même aller voir Hitchcock, comment il fonctionne, comment il travaille, qu'est-ce qu'il a fait exactement, et en quoi les deux œuvres peuvent se rapprocher et être similaires, au moins dans la démarche, sinon dans l'inspiration, encore qu'Hergé ait emprunté des scènes entières des 39 marches pour l'île Noire. Ça, c'est avéré. Et puis, pas qu'une, il y a 7 ou 8 scènes différentes, très très pointues, que l'on retrouve dans l'île Noire. Oui, dans des trains, des courses-poursuites dans des trains, la maison du docteur Muller, c'est la même, il y a des paysages aussi, surtout dans la version noir et blanc. C'est dans les premières versions des albums d'Hergé qu'on voit ces influences encore plus fortement que dans les versions colorisées. Parce que là, c'est quasiment instantané, c'est du brut de décoffrage, si j'ose dire. Il vient de voir le film, il le transcrit en bande dessinée. Peut-être après, avec la colorisation, et puis les dessins ont été refaits, etc. Tout ça est un petit peu gommé, mais dans les versions d'origine, et encore plus même dans les versions parues, dans la version parue dans le petit 20e, là, on voit vraiment les influences cinématographiques très très fortement. Et pour parler d'Hitchcock, ouais. Oui. Non. J'allais vous dire, en fait, au fond, ce point commun entre Hergé et Hitchcock, il se manifeste aussi dans cet amour, alors à la fois du suspense, bien entendu, mais aussi de l'image forte. On apprend ça dans votre livre. Ah oui, c'est ça. Oui, parlez-nous des 7 boules de cristal de cette couverture-là, qui est au fond qui nous reste dans la mémoire, une imprégnation. Bon, on est bien d'accord, en fait, on est en phase. Hein. Donc effectivement, Hitchcock comme Hergé saisissent une image vraiment forte, et à partir de cette image forte, ils vont construire leur scénario autour de cette image. Chez Hitchcock, je prends souvent l'exemple, je ne sais plus dans quel film, des pales du moulin, vous savez, qui tournent à l'envers du vent. Le vent souffle dans un sens, manque de chance, les pales du moulin, elles tournent à contresens du sens du vent. Donc évidemment, c'est une image qui choque, qui interpelle, qui intrigue, et puis on va chercher à comprendre
comprendre pourquoi. Hitchcock, c'est du genre effectivement à construire tout son scénario juste sur cette image-là parce qu'elle est forte. Une scène d'avion qui pique sur quelqu'un et qui est prêt à le jeter par terre, etc. Scène qu'on va retrouver justement dans l'île Noire d'ailleurs, mais qui a été tournée par Hitchcock après Hergé. Voilà, c'est vraiment une histoire, une scène très très forte, et autour de cette scène, on va justifier le scénario. Hergé en fait carrément une couverture pour les 7 boules de cristal, à savoir cette espèce de boule de feu. On connaissait pas encore bien ce phénomène, on comprenait pas d'où ça venait, comment elle se formait, comment elle rentrait dans une pièce. Après, il y a eu des explications scientifiques très très complexes qui nous ont expliqué que ça passait à travers les vitres, etc., que c'était une histoire d'ion et d'ionisation, de je sais pas quoi, j'ai rien compris. Mais bref, donc il y a eu des explications, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de mystérieux et de fantastique. Donc on voit ce professeur Tournesol qui est projeté dans l'air avec cette boule qui lui tourne autour. Bon, à partir autour de ce phénomène physique qui est extraordinaire pour l'époque, Hergé construit toute une scène dans les 7 boules de les 7 boules de cristal. Voilà une façon de fonctionner propre à Hitchcock et à Hergé. L'autre, peut-être vous alliez l'aborder, ou j'anticipe peut-être votre question, mais c'est le MacGuffin. Le MacGuffin, c'est le prétexte. On va trouver n'importe quoi, peu importe le prétexte, pourvu qu'on utilise cet élément-là pour justifier la course-poursuite. Chez Hitchcock, ça va être un document codé, ça va être une personne qu'on va rechercher, etc. Puis on s'aperçoit qu'à la fin du film que finalement on s'en fout royalement. C'était vraiment une justification pour pouvoir vraiment tenir le spectateur en haleine autour de ce MacGuffin, de ce prétexte narratif. Chez Hergé, ça va être la statuette de l'oreille cassée, ça va être le sceptre d'Ottokar, par exemple, ce genre de choses. Ou encore les bijoux, la fameuse émeraude de la Castafiore. Bon voilà, où on s'aperçoit que finalement Hergé nous montre le fautif dans la première image des bijoux de la Castafiore. Ça aussi c'est un détail qui n'est pas souvent cité. C'est la pie et on la voit dans la première image. Donc on a déjà on sait qui en fait. Voilà. Et puis à la fin, finalement oui, ok, c'est dans un nid de pie. C'est pas très très intéressant. On a soupçonné un peu tout le monde. On a fait une petite course poursuite au cours de l'album, mais ce bijou, finalement, c'est un prétexte, quoi. C'est le MacGuffin. Est-ce que c'est vrai que l'idée de ce vol des bijoux de la Castafiore, Hergé l'aurait eu aussi en lisant des revues de cinéma, un peu des choses d'actu, oui. À un moment donné où Sophia Loren, l'actrice, dans la vraie vie, s'est fait vraiment voler ses vrais bijoux sur le tournage d'un film? Alors l'autre, justement, ça nous ouvre une porte sur une autre influence d'Hergé, qui est tous les films qu'il a vus sans les voir. Donc effectivement, à l'époque, il y avait pléthore de revues cinématographiques, et puis après la guerre, ça a continué, bien entendu. Il était abonné à des revues comme Paris Match, je sais plus comment ça s'appelait, des revues féminines que lisait beaucoup sa femme aussi, mais dans lesquelles Hergé piquer des idées, c'est le cas de le dire. Donc là, il a pu effectivement entendre parler de ce film, de l'histoire de Sophia Loren, et effectivement, son histoire ressemble à s'y méprendre à celle de la Castafiore. Donc oui, je pense que c'est une influence avérée. D'ailleurs, la Castafiore, je vous ai entendu dire ça, ou peut-être je l'ai lu dans Tintin du cinéma à la BD, votre livre, que ses traits physiques étaient, ou peut-être même ses habits, étaient empruntés à la femme d'Hergé, c'est vrai. Oui, c'est pas vrai. Pas très flatteur, cette histoire. Non, si, c'est vrai, je pense que c'est vrai, on voit des photos de Germaine Kikens à l'époque qui portait exactement la même tenue que la Castafiore dans les bijoux de la Castafiore. C'est pour ça que je disais que la Castafiore du début du sceptre d'Ottokar et celle des bijoux de la Castafiore, c'est pas exactement la même. Elle a un petit peu évolué physiquement dans le look, dans la façon de se comporter, etc. Donc au départ, c'est juste une cantatrice qui chante très fort et qui brise les vitres avec sa voix. Mais après, non, c'est encore autre chose. Excusez-moi le terme un peu vulgaire, mais c'est une chieuse, quoi. Voilà. J'ai pas entendu. Une quoi? C'est une chieuse, une emmerdeuse, voilà, si vous préférez. Et donc, Hergé, il règle un peu ses comptes avec Germaine à ce moment-là. Et ça, par contre, les biographes, ça leur a pas échappé. C'est dans quelques biographies, cette histoire-là. On revient sur Hergé, sur son amour du cinéma. Cet amour-là, vous le décortiquez dans votre livre Tintin du cinéma à la BD, paru aux éditions Desclés de Brouvert. On a parlé de Chaplin, on a parlé du burlesque. On n'a pas encore parlé on a parlé de Chaplin, on a parlé d'Hitchcock. On n'a pas encore parlé de Chaplin. Il y a des analogies entre le sceptre d'Ottokar, l'album d'Hergé, et le film Le Dictateur.
Ah oui, c'est vrai, ouais. Et en fait, ce film-là, il est paru pratiquement au moment où Hergé dessine le sceptre d'Ottokar. Donc c'est l'histoire, vous savez, de l'Anschluss. Hein. C'est l'Anschluss avec l'Autriche, l'histoire du sceptre d'Ottokar, avec quelques mois d'avance. Et Hergé, s'il n'a pas vu ce film-là, tout simplement pour la bonne raison qu'il est sorti juste au même moment, ou peut-être après qu'il ait commencé à le dessiner, là encore, il en a entendu parler depuis plusieurs années, parce que c'est un projet que Chaplin avait en mémoire, dans la tête depuis plusieurs années. Il en a entendu parler depuis longtemps dans ses fameuses revues cinématographiques, et là aussi, il a pu établir des analogies entre, par exemple, les noms des pays, c'est la Bordurie et la Sildavie, qui sont inspirés de la Tomanie, et puis je sais pas quoi, le deuxième nom utilisé par Charlie Chaplin. Puis il y a énormément de scènes analogues dans les deux, dans le film et dans la bande dessinée, oui. Vous notez aussi dans ce livre, Bob Garcia, l'influence de Fritz Lang, le film muet Les Araignées, qui est sorti en 2 volets en 1919 et en 1920. Et au fond, vous nous apprenez, ce que moi je ne le savais pas, le héros du film, Kay Hoog, préfigure le personnage de Tintin. Encore une fois, oui, c'est un sportman, comme on disait à l'époque. C'est un jeune homme dynamique, très sain, sportif, etc. Et alors là, ce film-là, ce diptyque, j'ai eu du mal à le récupérer d'ailleurs, le film, et à le visionner en entier. Je crois que je l'ai acheté en Corée, figurez-vous, Corée du Sud, sous-titré en japonais quand même. Donc c'était clair. Et donc comme c'était un film japonais, que c'était un film muet avec des sous-titres qui se chevauchaient. Enfin bref, c'était assez compliqué, mais on comprend quand même le sens de l'histoire en regardant l'image. Et là, vous avez ce fameux Kay Hoog qui part sur les traces d'un de ses ancêtres qui était explorateur, qui était flibustier, et il trouve un manuscrit dans le tableau de ce flibustier qui rappelle énormément ce fameux tableau de Haddock, vous savez, dans le secret de la licorne. C'est ça. Donc il part sur la trace de ce trésor. Cette chasse au trésor l'emmène dans les Andes, et une fois qu'il est dans les Andes, il arrive au pied d'une civilisation inca, aztèque, j'en sais rien, en tout cas une civilisation reculée qui vit en autarcie depuis des années, etc. Et il rentre dans ce temple-là, en plein milieu d'une cérémonie, il fait intrusion, donc Kay Hoog, en faisant basculer une pierre de l'extérieur du mur du temple. Là, si ça, c'est pas un détail qui est vraiment significatif, je veux dire, c'est vraiment trop précis, le diable se cache dans les détails, comme on dit souvent. Et ben là, c'est vraiment diabolique, quoi. Hergé ne peut pas nier qu'il a vu ce film-là, d'autant plus qu'après, pour sortir du fameux temple en question, il passe à travers une cascade qui masque l'entrée de la grotte. Donc vous voyez, ça fait un peu trop quand même. Donc oui, ce film-là, je pourrais vous en citer encore 10 autres, hein. Il est bourré de références et de choses qu'Hergé a repris dans plusieurs de ses BD. Vous nous dites à quel point ça a été dur de trouver ce film. On entend dans votre voix aussi, Bob Garcia, que vous êtes un passionné. On l'a dit tout à l'heure, 20 ans de travail, 20 ans de recherche pour écrire ce livre, pour arriver à ce résultat, Tintin du cinéma à la BD. C'est un livre qui est un peu une bible pour les tintinophiles. Quelle méthode vous avez utilisée au fond? Est-ce que vous avez été très rigoureux, ou au fond c'était par arborescence, comme ça, au petit bonheur la chance? Non, c'était comme ça, oui, au petit bonheur la chance, en fonction de ce que je trouvais. D'abord, j'ai pas été tout seul, puis j'ai pas fait que ça pendant 20 ans, j'ai eu quelques autres activités. Donc, à chaque fois que quelque chose sortait, notamment dans cette fabuleuse revue des Amis d'Hergé, dont je fais partie, et c'est une revue qui sort de temps en temps une pépite, quelque chose qu'on a vu nulle part, parce que, tout simplement, il y a tous les tintinophiles, et il y en a des milliers, en Belgique, en France, mais dans le monde entier. Chacun, finalement, quelque part, en Suisse, bien entendu, avec la fameuse, le fameuse Alpar, qui est dirigé de main de maître par Jean Rime. Donc vous avez aussi des pépites en Suisse. Et tous ces gens-là cherchent aussi des sources, des influences, etc. Et quand ils voient un film qui tombe par hasard, quelquefois, la plupart du temps, c'est le hasard, sur un ancien film qu'il revoit et qui voit des scènes entières dans ce film-là qui rappellent des événements aussi qui sont relatés par Hergé dans ses BD, je me procure ces films, je vais les regarder, etc. Donc il y a toute une sorte de réseau, si vous voulez. Il y a ce que j'ai vu moi, il y a ce que j'ai entendu dire par Hergé, parce qu'il a quand même révélé un certain nombre de choses dans ses innombrables interviews, et puis il y a
donc cette fameuse veille sur 20 ans, effectivement, j'ai accumulé comme ça des dizaines et des dizaines de pistes, quelquefois qui sont complètement fausses, mais de temps en temps, on tombe sur des pépites incroyables, quoi. Hein. Même, il y en a une que j'ai découvert, c'est dans Dr Jekyll et Mr Hyde. On pourrait pas imaginer que ça pourrait influencer Hergé, ça. Eh bien, pourtant, dans Le Crabe aux pinces d'or, vous avez une scène entière, vous savez, où Haddock débouche une bouteille de champagne, et la bouteille de champagne, en fait, c'est la tête de Tintin. Ça, c'est une scène entière qui est pompée, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, dans Dr Jekyll et Mr Hyde, sauf que le Dr Jekyll en question, c'est la tête de sa femme, et c'est un trucage terrible pour l'époque. Donc Hergé a vu ça, il a trouvé ça extraordinaire, et vous voyez, il a remis ça dans sa BD, alors que ça n'a rien à voir avec l'histoire du Crabe aux pinces d'or. Mais encore une fois, c'est l'image forte qui justifie qui a frappé récit, son inconscient, et qui est allé son imagination. Toutes ces recherches, finalement, toute cette vie. Je sais que vous faites d'autres choses. Vous êtes aussi journaliste, vous êtes critique de musique de jazz, on l'a dit. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez Tintin? Comment ça se fait? Comment c'est né cet amour-là pour l'univers de Tintin? De façon assez amusante si on peut dire. J'étais malade quand j'étais gamin, j'avais de l'asthme. Je me suis retrouvé pratiquement une année entière dans un lit à pas pouvoir sortir, faire de sport, encore moins, ni rien. Et puis pour me calmer, pour me faire oublier un petit peu ce problème de respiration, mes parents me donnaient un album de Tintin, pas deux, un. Il y en avait un à la maison, c'était Le Sceptre d'Ottokar. Et je lisais ce Sceptre d'Ottokar jusqu'à plus en pouvoir. Je le lisais, je le relisais, je le relisais. À chaque fois que je lisais, je me disais, mais... Oh, le même, toujours, il y en avait qu'un. Donc, je le relisais jusqu'à me dire, mais quand même, il y a un truc qui m'échappe, c'est pas vraiment pour les enfants, c'est pas que pour les enfants, il y a autre chose, il y a quelque chose qui m'échappe. Et à partir de cette idée-là, de ce constat, puis après, j'ai découvert les autres BD, et je me suis dit petit à petit qu'effectivement, c'était pas que pour les enfants, et que j'avais envie de voir comment Hergé avait créé, qu'est-ce qu'il y avait derrière, si vous voulez, aller dans les coulisses, et puis démonter un petit peu la mécanique, vous savez, comme ces gamins à qui on donne un jouet, et puis qui veulent absolument le démonter complètement pour savoir comment ça marche. Une fois qu'il est démonté, il marche plus d'ailleurs. Mais donc là, avec Hergé, ça continue de marcher. Ça continue de marcher, et je me suis amusé effectivement à démonter ces albums, à aller chercher quelles étaient les influences d'Hergé, qui se définissait donc comme une éponge, et savoir de quoi il s'était imprégné. Donc voilà comment c'est né. C'était à cause de l'asthme, on va dire. Tout Mais c'est intéressant de vous entendre dire que tout enfant, vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose derrière ces cases, parce que au-delà du cinéma, au-delà d'autres inspirations artistiques, il y avait l'inspiration aussi de l'actualité qui était forte chez Hergé, notamment si on pense, par exemple, vous parliez de l'oreille cassée, le général Alcazar, il est directement inspiré du dictateur Salazar, ou peut-être même le Lotus bleu qui évoque l'invasion japonaise de la Mandchourie. Donc il y avait comme ça une perméabilité entre le 9e art et l'actualité. Aussi, oui, c'est une de ses influences. L'actualité immédiate, et même ce qui est devenu après la grande histoire, évidemment, on peut la lire à travers les aventures d'Hergé. Alors vous imaginez quand vous avez un gamin de 7 ou 8 ans qui est cloué là dans le lit, puis qui essaye de comprendre ce que ça veut dire et en quoi ça consiste, ça interpelle, et puis ça reste pendant toute une vie. Puis après, une fois adulte, on a envie d'aller chercher dans les coulisses de l'œuvre, quoi. Merci Bob Garcia d'avoir accepté l'invitation de Vertigo. Votre dernier livre, Tintin du cinéma à la BD, est paru aux éditions Desclés de Brouvert. C'était un plaisir de vous avoir et de vous entendre à propos de l'univers de Tintin. Belle soirée à vous. Merci beaucoup, à vous aussi.